Je m'appelle Dominique Vidal, je suis né le 18 juin 1950. J'avais donc presque 18 ans en 1968. J'étais étudiant en philosophie et j'étais le secrétaire des étudiants communistes de toute la région parisienne. Moi, j'étais devenu communiste dans les années 67, peu avant, disons, avec l'idée qu'il fallait changer cette société, permettre aux fils d'ouvriers de pouvoir aller à l'université, de permettre aux ouvriers, aux employés, aux pauvres d'avoir leur part du gâteau. À l'époque, c'était comme les 30 Glorieuses, donc elles n'étaient pas tout à fait glorieuses pour tout le monde de la même manière. Donc j'étais pour que ceux pour qui elles n'étaient pas tout à fait glorieuses, elles le soient un peu plus. On était la génération du Vietnam. C'était la génération de la lutte des Vietnamiens pour leur libération face à l'agression américaine. Ma mère était une membre du PSU, du Parti Socialiste Unifié, de Michel Rocard à l'époque. Elle était porteuse de valises, elle avait aidé les indépendantistes algériens, prenant de gros risques. Hein. Mon père était moins engagé, mais c'était quand même un homme de gauche, donc j'ai baigné dans cet univers. Et je suis devenu communiste, comme beaucoup de jeunes de cette génération, plus par la lecture de Marx, de Lénine, de la philosophie, les manuscrits de 1944, enfin bon, plus un cheminement intellectuel qu'un cheminement social. Moi, j'étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui la petite bourgeoisie, quoi. J'étais un jeune qui avait de l'avenir, du point de vue des dirigeants de l'Union des étudiants communistes. On m'a convoqué dans le bureau du secrétaire général, qui m'a dit « Dominique, tu vas être secrétaire des étudiants communistes de la région parisienne ». Alors je dis au secrétaire général, Jean-Michel Catala, je lui dis « Mais écoute, j'ai 17 ans, j'ai pas encore 18 ans, disons, c'est trop, je peux pas faire ça ». Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, au 3e trimestre, les étudiants passent leurs examens ». Alors c'est une boutade, mais elle est vraie, hein, elle est tout à fait véridique. Mais au fond, on dit toujours les communistes n'ont pas vu venir, mais personne n'a vu venir. J'ai tout de suite perçu, parce que j'étais secrétaire de l'ensemble des étudiants communistes de la région parisienne, c'était quand même pas loin de 2000 personnes, quoi, que la ligne obsessionnelle de Georges Marchais était indéfendable. Moi, je me souviens comme si c'était hier, vraiment, je pourrais vous raconter le détail, du 3 mai au matin, où on est assailli par des groupes de gauchistes qui nous montrent l'éditorial de l'Humanité, qu'on découvre avec eux, parce qu'on ne l'avait pas lu, on ne lisait pas l'Humanité tous les jours. Et il y avait ce fameux article où Marchais parlait d'anarchiste allemand Cohn-Bendit. Faux révolutionnaire à démasquer. Voilà. Non, je me souviens très bien. Et je me souviens avoir dit, non, ça c'est pas acceptable. Avoir dit publiquement, pas en interne. Je dis non, ça non. Et ça nous révolte. Je veux dire, on est tous révoltés par l'éditorial de Georges Marchais. Pas le fait de dire il y a un danger, mais le fait de traiter des gens qui sont des alliés, si vous voulez, dans un mouvement populaire qui se développe, un mouvement étudiant qui se développe, comme des ennemis. Je me souviens, je pense que c'est le 8, mais il faudrait vérifier, où je me balade au boulevard Saint-Michel avec plusieurs étudiants, on voulait organiser quelque chose, et je tombe sur un attroupement, c'est Cohn-Bendit et Louis Aragon qui discutent. Louis Aragon, c'est un grand poète, un grand écrivain, même s'il était un dirigeant communiste aussi. Donc, ils s'engueulent, ils discutent, etc. Et je suis resté là, j'étais fasciné, parce que Aragon, qui était quand même un des tout premiers dirigeants communistes, parmi les intellectuels, la première chose qu'il dit à Cohn-Bendit, dans la discussion, il lui dit « Mais je vous ouvre des pages entières des lettres françaises », c'était son hebdomadaire, c'était un grand journal à l'époque, évidemment pour les intellectuels, et vous exprimez le mouvement des 22 mars, les différentes sensibilités. Venez, venez. C'est-à-dire, il y avait Marchais d'un côté qui excommuniait, disons, ou qui jetait l'anathème, et de l'autre côté, Aragon qui disait « Venez, discutons ». Quoi. Et c'est quand même très vite, dès le 4, le 5, cette ligne-là qui l'emporte et qui nous met complètement à l'aise. Je suis dans la cour,
avec tous les étudiants communistes disponibles. C'est-à-dire, on a parlé avec Cohn-Bendit avant. Moi, j'ai parlé avec Cohn-Bendit, je me souviens très bien, de ce qu'on allait faire. Et il nous dit, on va venir à la Sorbonne avec les étudiants de Nanterre, enfin avec le groupe du 22 mars, quoi, puisque Nanterre était fermée. Donc, on se retrouve, et on a convenu de se retrouver dans la cour de la Sorbonne, où il y avait beaucoup de monde. Hein. Et c'est là que le doyen de Roche, je crois il s'appelait, décide de fermer la Sorbonne. Les flics sont entrés dans la Sorbonne, vous savez que c'était illégal à l'époque. Ça l'est toujours en théorie, mais enfin, c'était très grave. C'était les franchises universitaires, on appelait ça, qui étaient violées par le recteur Roche, oui. Et donc, ils font sortir tout le monde. C'était des flics normaux, c'était pas des CRS, avec des grands fourgons, et ils emmènent tout le monde. Bon, moi, je suis un peu plus agile que maintenant, en tout cas, donc je ne suis pas le seul. D'ailleurs, on en arrive à échapper. C'était un peu trop compliqué pour eux d'arrêter tout le monde à la sortie de la Sorbonne, quoi. Il n'y avait pas de portable à l'époque, mais ça allait vite avec la radio. Donc on a très vite des centaines d'étudiants qui se retrouvent d'un peu partout. Bon, le quartier latin, c'est aussi un quartier où il y a, à l'époque, toutes les facs, hein. Donc on se retrouve au boulevard Saint-Michel. C'est pas violent, on monte et on redescend le boulevard Saint-Michel, quoi, si vous voulez. Maurice Grimaud a fait, il faudrait retrouver la date, mais je pense que c'est le 8 ou le 9, par là, une lettre à tous les policiers de la région parisienne. Et c'est une lettre, il faut la lire, elle est admirable. Elle dit « Je vous comprends, c'est dur, c'est compliqué. Ne commettez pas l'irréparable. Pensez toujours que ce sont nos enfants. » Et moi, ça, je l'ai vu. Je ne sais pas après que je l'ai su, je l'ai vu. Grimaud venait au quartier latin, il faisait la tournée des fourgons de police, et il leur disait « Le premier qui me tue un étudiant, qu'il sache qu'il sera jugé. Il n'y aura pas d'impunité pour les tueurs d'étudiants. » Il y avait la table dans la cour de la Sorbonne, la table de l'UEC. Elle a toujours été là du début à la fin. Alors, il y avait tout le monde. Il y avait les maoïstes, il y avait les trotskistes, il y avait les cathos, il y avait la JOC, c'était la cour des miracles un peu, quoi. Mais là, j'y étais beaucoup. J'ai toujours eu le goût du débat, et du dialogue, et parfois de la polémique aussi. Donc j'étais souvent là pour donner l'exemple, quoi, hein, du débat. Et donc c'est vrai que je disais souvent avec Weber, avec qui n'était pas devenu le sénateur socialiste bedonnant qu'il est devenu ensuite, hein, bien sûr. Et on discutait souvent, et on était d'accord sur l'essentiel. Je me rappelle vraiment, surtout la critique de l'URSS, alors ça là-dessus, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette dans la discussion. Et mon seul argument fort, c'était de lui dire, oui, mais moi je suis avec ceux qui font 20% des voix. Et toi, tu es avec ceux qui font 0, donc l'efficacité de ton combat, même si tu as peut-être sur certaines questions plus raison que moi, mais moi je suis là où ça peut être efficace. C'était la NAS à l'époque. Donc on était bloqués en haut et en bas sur le boulevard Saint-Michel, et c'est là que quelques-uns ont eu l'idée qu'après tout on pouvait sortir des pavés, les installer, renverser quelques voitures, abattre quelques arbres. Alors ça voulait dire quand même qu'il y avait des gens avec des scies mécaniques, parce qu'on n'abat pas des arbres à coups de hache. Je suis là avec beaucoup d'étudiants communistes. On fait quoi? On dit, attention, c'est pas des rigolos, les gens en uniforme en face. C'est-à-dire au moment où le pouvoir leur dira de charger, ils se chargeront. Donc il faut être extrêmement attentif. Vous savez, les bidules, qui est une arme qui est apparue pendant la guerre d'Algérie, que les policiers avaient, c'était une très longue matraque, flexible, mais des grands coups de bidule, c'était extrêmement douloureux, hein, quand j'en ai pris quand même, évidemment. L'idée de faire des barricades pour tenir tête à la police, c'était vraiment du symbolique. Encore une fois, ça venait des profondeurs de la culture plus ou moins historique des gens de gauche, des jeunes de l'époque, quoi. C'est Gavroche, c'est un peu Gavroche, quoi. Moi, j'étais ni casqué ni armé, par principe. Donc, on est parti avec un groupe d'amis et on a tourné
dans tout le quartier en voiture. Donc on a circulé, on a vu à peu près tout ce qui... Parce qu'il n'y avait pas que le boulevard Saint-Michel, hein, c'était quand même... Et on a fini la nuit, le matin, dans la rue Gay-Lussac, qui était quand même un spectacle incroyable, quoi. C'était toute une rue de carcasses de voitures brûlées, de bouts de barricades, beaucoup de sang quand même. On informait les dirigeants communistes de ce qui se passait. On passait le temps à s'arrêter dans une cabine téléphonique ou à aller chez quelqu'un dans le coin ou aller à la section du Parti communiste du 6e ou du 5e pour informer, pour qu'ils sachent. Et ce qui fait que dans la nuit, les partis et les syndicats se réunissent, hein, et décident la manifestation du 13 mai. Le temps de la mettre sur pied, quoi. Donc, on n'a certainement pas joué un rôle décisif dans tout ça, mais on a quand même essayé de tenir les dirigeants communistes, et de la CGT d'ailleurs, au courant de ce qui se passait, quoi, qui mesure ce qui était en train de basculer, quoi. C'était pas que le PC, hein, c'était un défilé, CGT, c'était un énorme défilé. Je pense qu'il est aussi puissant que le 13 mai. Et là, effectivement, tout le monde se dit, où est De Gaulle, quoi? Où est De Gaulle? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ceux qui rêvent que le pouvoir est à prendre. Il est dans la rue, on peut le ramasser, comme on disait à l'époque. Et puis, il y a ceux qui disent, attention, danger, quoi. On a l'impression d'un vide, mais c'est qu'une impression. L'État est là, les troupes gaullistes vont manifester sur les Champs-Élysées, et c'est la plus grande manifestation de mai 68, au moins au même titre que le 13 mai, c'est pas les mêmes gens, hein, mais c'est une grande manifestation, et tout d'un coup, on sent que le pouvoir est toujours au pouvoir. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'union de la gauche, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire une élection lamentable, qui finit par une chambre bleu horizon, la peur du désordre, la peur du chaos, de ces gauchistes qui vont violer vos filles, qui vont faire les fous. C'était un mélange, une tambouille où il y avait toutes les peurs qu'on agitait, et en l'absence d'alternative, ça marche. Très dur d'être monté aussi haut et de redescendre aussi bas. Et puis après, il y a Prague. Ça vient confirmer que la vieille ligne ne fonctionne plus, puisqu'elle aboutit à écraser une révolution démocratique à l'intérieur du socialisme, qui n'est pas à l'époque une révolution anticommuniste. C'est des gens qui veulent changer le socialisme. Et on les écrase avec des chars. Il y a une chanson de Jean Ferrat qui sort juste après l'intervention en Tchécoslovaquie, qui s'appelle « Camarade ». C'est un joli nom, Camarade, etc. Et c'est un nom terrible, Camarade, quand le temps d'une mascarade, et il parle de Prague. Et ça, c'est des dizaines, des centaines de milliers de jeunes communistes, ou proches du lecteur communiste de l'époque, qui ressentent Prague comme une gifle. Plus la mort du Tché. Après, hein, on n'est pas dans la bonne période.